souvent, les gens, vu qu'on n'arrête pas de dire que c'est normal, c'est d'être stressé, donc les gens, ils l'intériorisent, ils vivent avec cela, et au final, ils se sentent mal, mais ils ne savent pas pourquoi ils se sentent mal. Parce que finalement, le stress, comme on le dit, voilà. Donc on dit, je suis stressé, et puis je vais juste attendre que ça passe. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Bonne année 2022 à toutes et à tous. Qu'elle vous soit douce, lumineuse, heureuse, bref, qu'elle nous mène sur le chemin du bonheur. Quand j'ai réfléchi à ce premier épisode de l'année, je me suis demandé quelle thématique je souhaitais aborder, quelle tonalité je voulais donner pour cette rentrée. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai trouvé l'invité parfait à bien des égards. Parfait déjà par le sujet dont il traite, le stress. Que ce soit au boulot, à la maison, dans notre couple, c'est difficile d'y échapper. Alors, Grégory Calonge, mon invité, en a bien décortiqué les mécanismes pour que l'on ne subisse plus ce stress et qu'au contraire, on en fasse quelque chose de positif. Ensuite, je suis ravie d'accueillir Grégory, car il est jeune, dynamique, optimiste, tout en étant posé. Bref, un invité rafraîchissant pour un épisode tout en gaieté et en réflexion. Pas mal pour commencer l'année, non ? Avec Grégory, nous allons parler de ce que c'est que de grandir dans une double culture, du stress qui vous réveille en pleine nuit, d'un mammouth qui nous fait peur et d'une approche plurielle des thérapies. Bonjour Grégory et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, comment vas-tu ? Ouais, écoute, ça va très bien, je suis hyper contente de te parler. C'est à moi de te demander comment tu vas. Mais écoute, le plaisir est partagé. Puis moi, écoute, ça va très très bien. Donc une belle journée aujourd'hui à Montpellier. Alors je suis bien content. Dis-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Alors mon nom est Grégory Calonge. Donc je suis d'origine québécoise. Du moins, je viens du Québec, mais je suis d'origine haïtienne plutôt. Je dois le mentionner comme cela. Et en date d'aujourd'hui, donc je suis à Montpellier où j'ai lancé une entreprise dans la gestion du stress. Voilà pour une brève présentation. Grégory, on se parle aujourd'hui parce que tu m'as envoyé un petit mot très sympa il y a quelques mois et puis du coup, j'ai eu envie un peu de découvrir ton travail et surtout tout ce que vous proposez avec ton associé autour de la gestion du stress, puisque on en parlera plus longuement tout à l'heure, mais vous défendez l'idée que le stress, on peut aussi en faire quelque chose de positif. Avant qu'on parle justement de ton approche sur le stress positif, moi, j'ai envie de te connaître un petit peu plus. Si tu connais La Petite Voix, tu sais qu'on va parler de ton parcours. Tout à fait. T'es jeune, mais t'as déjà pas mal navigué et déjà... En 2 mots, tu nous as dit t'es québécois d'origine haïtienne et rien que ça, j'ai besoin qu'on s'arrête dessus parce que comment c'est de grandir dans une famille au Québec, mais avec des parents, si j'ai bien compris, qui sont de culture haïtienne. Quand on a un peu cette double casquette, cette double culture, La réalité est que l'on grandit dans un environnement qui est à la maison, mais qui ne ressemble pas forcément, du moins qui n'est pas le même que ce qui pourrait se faire lorsque l'on est avec la culture québécoise de manière générale. Quand je suis rentré à ce qu'on appelle au Québec le secondaire, donc disons le lycée, pour mieux situer en France, ouais. Et bien là, je voyais que j'avais pas du tout les mêmes références. On me dit, tu connais pas ce groupe? Oui. Non, je connais pas. Ah, et ça, tu connais pas? Non, ça, je connais pas. Donc, tous ces petits éléments font que ça peut être
plus difficile en tant que tel dans le fait de rentrer dans la culture et de vivre avec ces deux cultures. Mais oui, c'est ça. Est-ce que, du coup, tu te sentais comment, toi, cet enfant-là ou cet adolescent-là? Est-ce que tu ressentais déjà cette difficulté à avoir un pied dans chaque culture? Ou est-ce qu'au contraire, tu le vivais comme une richesse? Étant adolescent, je ne le voyais pas, je t'avoue. Je le voyais que c'était au contraire quelque chose qui était un peu plus compliqué parce que une chose qui peut être réalisée d'un côté peut être malvenue de l'autre côté. Donc, C'est un peu comme si je marchais tout le temps sur des œufs, pour te situer. On se dit, est-ce que je suis en tort? Est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas forcément bien? Est-ce qu'on est en train de me juger? Donc ça, c'est des questions qui peuvent venir. Et d'un autre côté, pour encore faire la part des choses, là, c'était même, et là, c'est tout propre à la manière que mes parents ont décidé de faire mon éducation à ma sœur et moi au niveau en tant qu'Haïtien au Québec, c'est au niveau de la langue. Ouais. Là, dis-toi que pour réussir cette notion, comme mes parents disaient, de l'intégration. Donc, comment est-ce que l'on va bien, comment est-ce que nos enfants, comme disaient mes parents, vont bien s'intégrer à la culture québécoise? Eh bien, c'était cette idée de pouvoir parler français, mais le bon français. Pourquoi? Parce que il y a toujours le risque, entre guillemets, de se faire juger. Non pas forcément que la société québécoise va être amenée à juger, mais tout simplement parce que quand on parle une langue qui est étrangère, qu'on ne connaît pas, on peut avoir des a priori ou des éléments comme cela. Bien sûr. Avec ces idées en tête, mes parents se sont fait la promesse de nous dire qu'ils ne vont parler à ma sœur et moi qu'en français. Ah ouais. Même si entre eux, c'est ça qui était très particulier. Oui, tout à fait. Ok. Et même si je t'avouerais que c'est ça qui était très particulier, c'est que entre eux, ils allaient toujours parler en créole. Ah ouais. Donc créole haïtien, mais que dès qu'ils s'adressaient à ma sœur et moi, donc ça allait être en français. Donc voilà pour pour un peu cette dualité culturelle. Et du coup, vraiment, on voit combien cette double culture, elle a modelé le petit garçon et puis du coup l'adulte que tu es devenu. Mais tout à fait. Est-ce que tu dirais, puisque ça va être notre sujet aujourd'hui, que cette double culture, elle pouvait parfois être un vecteur de stress, en fait, pour l'enfant que tu étais? Pas forcément, quoique. Tu me donnes à réfléchir à une chose. Il y a cette idée aussi oui, il y a une chose également qu'il faut savoir que, mine de rien, c'est peut-être malheureux comme discours, mais c'est peut-être également l'idée à titre d'enfant, donc de fils d'Haïtien, ou même de noir, tout simplement. Je pars du principe, je grandis avec l'idée que de la société telle qu'elle a été construite jusqu'à nos jours, font en sorte que je vais devoir toujours donner le double d'effort pour pouvoir réussir à atteindre mes objectifs. Et après, que cette idée soit fondée ou pas, là n'est pas la question. Parce que peut-être qu'un jour, pour une raison ou pour une autre, que je vais être amené à devoir avoir certains blocages. Et là, quand on est enfant et qu'on grandit avec cette idée, forcément, il y a un stress, j'ai envie de te dire, mais un stress de la performance qui va s'intégrer. Et à travers cela, on peut même ajouter l'idée que mes parents, ils ont quitté un pays pour avoir une vie meilleure. Et là, maintenant qu'il y a un contexte socio-économique qui est meilleur, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas me permettre que ça ne fonctionne pas. Sinon, ça serait un peu comme si j'ai gâché leurs efforts. Ouais. Donc voilà, donc en gros, c'est que toute cette idée-là, c'est de grandir. Et oui, maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai que ça m'a fort probablement conditionné avec une pression de pousser pour réussir, j'ai envie de te dire. C'est un héritage culturel, j'ai envie de dire, que je suis amené à devoir porter. Tu me disais aussi que tu avais quand même, toi, un super exutoire à l'époque. Tu as découvert ça quand tu étais enfant pour lutter contre la pression, le stress ou quoi. Toi, ton truc, c'était la musique. Ah oui, définitivement. Donc, effectivement, j'ai commencé plus précisément le piano. Ouais. Donc, très jeune, j'avais à peu près 6 ans. Ça a été un premier pas pour moi, une première introduction à la musique parce que mes parents, dès lors, ils ont vu que j'avais un plaisir. Ouais. Et tranquillement, plus ça avançait, plus ça faisait partie de mon quotidien. Au point où je sais que dès que les choses pouvaient être plus compliquées ou plus difficiles ou que j'avais besoin de m'exprimer, et à l'époque, je ne le voyais même pas comme ça. C'était juste de manière intuitive. Oui. Donc, je me déplaçais sur mon piano et je me mettais à jouer. Ça faisait du bien, ça allait bien. Et tranquillement, eh bien, j'ai fini par me tourner vers un autre angle qui était littéralement la composition. Parce que là, je me suis rendu compte que au-delà des pièces, on va dire du Bach, du Beethoven, du Chopin,
Je me dis, c'est très bien tout ça. Mais quoi de mieux que de pouvoir jouer mes propres pièces pour vraiment exprimer totalement ce que je ressens. Et c'est comme ça justement qu'a commencé toute une aventure dans le milieu de la musique et plus précisément de la musique classique. Voilà. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est ton exutoire, c'est ta méditation à toi, le piano, encore aujourd'hui? Oui, totalement. Totalement, bien que depuis que je suis arrivé en France, j'ai moins eu l'occasion de le faire. Je sais que faute des fois de pouvoir en jouer, que le simple fait d'écouter également la musique, pour moi, ça m'aide beaucoup en tant que tel. Malgré tout, c'est pas vers le piano que tu vas te diriger comme en études supérieures. Tu fais un autre choix, beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Donc, je finis par me tourner vers la science politique. Ok. Parce que et ça c'est très intéressant, dans la culture québécoise, je pense qu'on est moins à même qu'en France à parler, on va dire, d'histoire ou de géopolitique. Peut-être parce que c'est c'est moins ancré dans notre identité, parce que la France, c'est quand même, mine de rien, au cœur de beaucoup d'éléments donc des derniers siècles. Contrairement au Canada, qui a une histoire qui est toute jeune. Oui. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont importants, on va dire, à connaître. Ce qui fait j'ai tendance à dire qu'on avait peut-être moins un regard tourné vers l'international. D'accord. Quand est venu le moment de faire le choix final, je me suis effectivement dirigé vers les sciences politiques pour ce qui est de la licence, donc le baccalauréat, comme on l'appelle au Québec. Et dans un second temps, pour la maîtrise, donc le master, je l'ai fait pour le coup en gestion stratégique. Et à l'époque, mon but était de pouvoir faire un lien entre le milieu de la politique et le milieu des affaires pour qu'il puisse y avoir une meilleure communication entre les deux parties. Ok, d'accord. Et donc, tu t'es lancé là-dedans une fois les études passées, c'est là-dedans que tu as commencé à bosser? Tout à fait. J'ai commencé à travailler au niveau de la diplomatie. Ouais. Donc justement, j'ai fait un retour. Et là, on revient avec cette notion d'origine. Donc, je suis allé travailler au Consulat général d'Haïti. Donc, où j'ai pu travailler et faire mes premiers pas, pouvoir comprendre comment ça fonctionne au niveau diplomatique. Donc, bon, il y a 1 million d'anecdotes que je pourrais raconter en ce sens-là, bien cocasses, mais on n'en finirait pas, alors je vais m'arrêter là pour ce petit volet. Revenons-en à tes premiers pas dans la vie professionnelle. Donc, du coup, tu es entre affaires internationales et diplomatie. Oui. Et il y a un moment, tu as envie de venir vivre en France. Pourquoi ? Pour en rajouter un peu sur ton multiculturalisme? J'ai envie de dire oui, d'une certaine manière, parce que j'avais été amené à travailler dans une association d'affaires. Et dans le cadre de cette association d'affaires qui était dans le secteur manufacturier, je voyais beaucoup de cas, donc de figures, de situations donc politiques, mais c'était plus souvent qu'autrement, c'était sur papier. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, mais c'est très chouette tout cela, c'est de belles expériences, mais qu'est-ce qu'il en est si j'avais l'occasion de pouvoir découvrir le monde, mais autrement que sur les rapports. Mm-hmm. Et c'est comme ça, justement, que avec beaucoup aussi d'admiration, j'ai envie de te dire, pour mes collègues étudiants à l'époque, que je disais, mais voilà, ils ont 18 ans, ils ont pris la décision de quitter et de venir étudier pendant 3 ans sans savoir qu'est-ce qu'il en est. Ouais. Tandis que moi, mine de rien, j'ai beau avoir fait plein de missions à gauche et à droite, plein d'aventures, plein d'expériences, je ne me suis jamais expatrié en tant que tel. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et en plus, la France. Donc, c'est un pays quand même que j'ai eu l'occasion de bien étudier, bien travailler. Donc, je connais quand même les codes. J'ai dit, ça va être le début d'une belle aventure. Et d'autant plus il faut pas non plus négliger cet élément qu'il y avait également ma tendre. Ah bah oui, bien sûr. Bah voilà, fallait commencer par là. D'abord l'amour. Oui. Ok. Justement, qui de son côté, elle également, qui elle est de Martinique et que justement voulait entamer des études en médecine et qui dès lors, c'était totalement le choix logique et plus facile aussi d'intégrer un programme français malgré le fameux concours de médecine de France. Bah oui, le fameux. C'est très compliqué. Donc, de venir justement à Montpellier et de faire un peu ce test, cette aventure. Okay. Et en parallèle, le plan de match avant Covid était que de mon côté, aussi de m'installer et de profiter pour découvrir toute l'Europe dans son ensemble. Forcément, plan qui n'a pas fonctionné. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps. Mais là, voilà, absolument. Restons positifs, ce n'est qu'une question de temps. Tout à fait. Du coup... donc t'es arrivé quoi en 2018, 2019 en France, c'est ça? En décembre 2019. Ok, décembre 2019. À quel moment, donc
tu étais plutôt dans ce monde des affaires, de la diplomatie. On sent, toi, quand tu parles, une fibre d'entrepreneur. À quel moment tu as commencé à t'intéresser au sujet du stress ? Eh bien, c'était avec mes premiers contacts au jour le jour avec les Français et les Françaises, tout simplement. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment le prendre. Donc, tu es en train de nous dire que tu arrives en France et là, tu te dis, mais les pauvres, c'est horrible, ils sont hyper stressés, c'est ça ? Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, il ne faut pas même dire beaucoup ça. Ok. Parce qu'effectivement, dans les échanges que je pouvais avoir avec les gens, parce que, encore une fois, j'étais très dans une approche donc, de découvrir, donc j'aime sortir de ma zone de confort, donc je vais dans un endroit, je parle avec les gens, etc., etc. Et là, en parlant, je me rends compte que les gens disent, oui, ça va, je suis stressé, il y a ci, il y a ceci, il y a cela. Et là, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que on en vient à parler du stress comme si c'était à fleur de peau, comme si tout était au final relié au stress. C'est pas juste, on va dire, en mode, ça va, une journée difficile là. Et puis c'est peut-être aussi c'est peut-être le contexte, les différents milieux où j'ai amené à parler. Peut-être que c'était le hasard aussi, mais que souvent cette notion de dire je suis stressé revenait très souvent. En fait, ce qui est terrible dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que finalement, c'est devenu tellement courant. Enfin, tout le monde se plaint du stress, quoi. Et comme si on avait tous accepté ça comme ça fait partie de la donne de notre rythme de vie actuel. Ok, on est stressé, point. Et on subit, en fait. Exactement. Et c'était une préoccupation parce que de mon sentiment, on va dire, au Québec, je ne le sentais pas comme cela. Est-ce que c'est parce que justement, il y a peut-être plus d'accompagnement, plus de services? Je donne un exemple. Je sais que moi, par exemple, dans l'entreprise où j'étais, qu'il y avait la possibilité d'avoir même des remboursements pour des services comme des massages. On parle beaucoup également de santé mentale au Québec. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait la différence. Donc, prenons soin de nous. Si beaucoup de publicité pour dire si les gens souffrent autour de vous, ne les jugez pas. Ah ouais. Tout le monde peut être amené à vivre des choses. La santé physique, c'est tout aussi important que la santé mentale. Prenons-en soin. Ouais. Prenons soin des autres aussi qui ont peut-être une maladie au niveau mental. Donc, un discours qui amène à ça. Qu'en France, j'ai l'impression que c'était moins présent. Et tout ça fait en sorte de me dire à un moment donné, qu'est-ce qui peut être fait quand même pour amener les gens à découvrir ou à tout le moins avoir peut-être une plus grande sensibilité sur ces questions, sur ces enjeux, pour leur permettre justement d'aller mieux. Parce qu'au final, et peut-être on y viendra encore peut-être un peu plus tard encore, mais comment faire en sorte que les gens puissent accepter leur stress et le voir de manière positive et non pas comme quelque chose qu'il faut subir. Tu es en train de dire que quand tu as commencé à t'intéresser au sujet du stress, grâce aux Français quand même, tu nous dois ça. Mais oui. Quand tu as découvert ce sujet et que tu as commencé à t'y intéresser, c'était vraiment par pure curiosité. Il n'y avait pas d'enjeu. T'étais pas en train de te dire, tiens, je vais réfléchir pour en faire un projet pro. C'était vraiment juste au départ une curiosité. Tout à fait. Pour moi, quand il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution qui semble être apportée, il y a quelque chose qui pourrait être fait. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment en mode, et là, c'est peut-être un côté très humaniste aussi qu'il y a en moi, mais avec l'arrivée de la COVID également, avec ces discussions, quand je parlais, je me dis, waouh, mais si déjà en date d'aujourd'hui, ce stress-là, il semblait palpable, qu'est-ce qu'il en sera avec une période d'incertitude? Comment on se prépare à la vivre maintenant? Là, on n'a aucune idée du moins, remontons à 2020, à février-mars 2020, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Et s'il y a bien une chose d'expérience que je peux dire qui peut générer du stress, c'est le fait de ne pas savoir ce qui peut arriver. Donc, il y a des gens qui vont se dire, oui, YOLO, on a seulement une vie, c'est parfait. Mais pour bien des gens, cette idée de ne quand même pas avoir un cadre et de dire, du jour au lendemain, selon ce qui se passe dans l'actualité, c'est comme ça que ma vie va être déterminée, c'est très, très stressant. Tu parles beaucoup du stress des Français, du stress que tu constates autour de toi, mais toi, Grégory, est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un de stressé? Parce qu'on voit que tu es ambitieux, tu fais plein de choses, donc il y a un moment, peut-être qu'il y a du stress aussi, non? Oui, très certainement. Avant, je ne me considérais pas comme étant stressé.
Et ça, c'est également ça que je trouve qui est fascinant quand on fait également un projet. Ouais. Quand on démarre un projet, on peut des fois se dire que non, mais il faut tout savoir pour pouvoir faire quelque chose, alors que moi, je ne suis pas de cette école. Je pense que peu importe le projet, on peut toujours être amené à grandir et à se développer. En faisant toutes mes approches, tout ce que j'ai pu lire, toutes les personnes que j'ai pu consulter pour pouvoir bien comprendre cette notion, cette thématique du stress, mais je me suis rendu compte que moi-même, j'étais amené à vivre du stress, sauf que j'étais amené déjà peut-être à l'intérioriser. C'est-à-dire, quand on est amené à vivre des situations qui vont être très stressantes, de mon côté, je me dis, bon, ben, ça va aller, je vais pousser. Et encore une fois, le corps, il est fait pour cela. Ouais. Le corps, le stress, on en parlera plus encore tout à l'heure, mais il est là pour nous aider à réagir et à survivre. Et à partir de là, ben forcément, quand je me disais, je suis pas stressé parce que j'arrive à avancer. Je ne suis pas dans ces notions de burn-out, de dépression. Je ne me suis jamais vraiment senti dans cette idée que, ah mince, aujourd'hui, c'est tellement une mauvaise journée, j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée, voilà. Mais après, avec réflexion, je me suis rendu compte que on n'est pas obligé d'être dans le pire des états pour se dire qu'on est stressé. Le stress, il se vit au quotidien. Alors qu'on peut se dire qu'on n'est pas stressé de manière quotidienne, qu'on peut avoir des pics de stress qui restent présents. Oui. Et même si ces pics se veulent espacer, mine de rien, le corps finit par les accumuler. Donc, j'ai vécu un pic de stress, disons, en janvier. Après, en début du mois de janvier. Ensuite, c'est tranquille. J'en vis un autre au début du mois de février. D'accord. Et là, plein de petits trucs comme cela. Mais mine de rien, le corps, il absorbe. Il se souvient, il n'oublie pas qu'il a été quand même, qu'il a été poussé, challengé. Alors oui, pour le coup, aujourd'hui, je le dis haut et fort, je vis du stress et j'en suis fier. En fait, on est tous sujets au stress, et quand on dit ça, c'est pas avec pour qu'on culpabilise, c'est qu'au contraire qu'on acte que ça fait partie de notre vie d'humain que d'être sujet au stress. Exactement. Et c'est quelque chose que je pense qu'on a oublié, ou peut-être que la société, les médias, les scientifiques, dans le discours commun, nous a amené à penser de cette manière, c'est de dire que le stress, c'est quelque chose qui est mauvais. Oui. Le stress, c'est quelque chose qu'il faut éliminer, qu'il faut sortir de notre vie. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout ça. Et cette fameuse situation mise en contexte du mammouth, donc à la préhistoire que j'aime bien raconter, alors que la journée elle est tranquille, tout se passe bien, et là, qu'est-ce que l'on voit devant nous? Un énorme mammouth. Eh bien, on a théoriquement deux choix qui sont possibles. Soit on se dit que l'on va attaquer le mammouth, soit on se dit que l'on va prendre nos jambes à notre cou et que l'on va le fuir à toute vitesse. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, c'est le stress qui va nous permettre de prendre cette réaction, de faire la réaction. Parce que si ce n'était pas de cela, la réalité est que l'on resterait complètement passif, complètement gaga devant le danger, devant le mammouth, et qu'au final, le mammouth, ou même, allez, soyons fous, un troupeau de mammouths, passerait et nous écraserait, tout simplement. D'où cette idée que Céline et moi défendons, qui est que le stress est là pour nous aider à survivre, puisque ce sont des réactions de notre corps que le stress va nous permettre de faire et de dire, bon ben voilà, là, mon ami, tu es en danger, réagis. Le corps va se dire, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à survivre, que ce soit une superbe force pour affronter le mammouth, ou le fait de pouvoir courir hyper rapidement, peut-être même plus vite qu'on n'a jamais couru de toute notre vie, pour réussir à s'enfuir. Donc tu dis, c'est vraiment quelque chose, un instinct primaire, quoi. Enfin, je veux dire, qui remonte à la nuit des temps. Et du coup, ça fait, encore une fois, complètement partie de nous en tant qu'être humain, parce que notre race s'est développée avec ça comme réflexe de survie, en fait. Tout à fait. Le stress, c'est juste une alerte qui nous dit qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est exactement ça. Mais attention, le stress peut rester problématique. Là, il y a toujours ce mammouth qui est présent. Mais imaginez que ce mammouth, donc là, vous avez beau le combattre, il veut pas se laisser faire. Vous allez donner un coup, il va réattaquer. Vous allez redonner un coup, il va réattaquer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il vient un moment où le corps va dire, écoute, moi, je te donne de superbes capacités, et mine de rien, pour bien situer, parce que c'est un élément qui nous revient quand même souvent, Céline et moi, de nous dire, mais pourquoi souvent qu'on est stressé, on a des maux de ventre, par exemple? Eh bien, c'est tout simplement parce que le corps peut être amené à rééquilibrer les priorités. Ouais. Donc, là, le corps, toujours dans cette idée de survivre, va dire, la priorité, c'est pas de digérer ton repas. Là, la priorité, c'est que tu aies de la force dans les bras. Ouais. Donc, le système digestif est amené à ralentir, d'où le mal de ventre, pour nous permettre justement de mettre davantage d'énergie pour combattre la menace.
Donc, dans ce cas-ci... Ah, hyper intéressant. Voilà. Okay. Donc, dans le cas où on est en train maintenant d'affronter ce mammouth, je reviens avec cette image. Eh bien, le combat, il dure 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, soyons fous. Eh bien, à un moment donné, le corps va dire, là, je suis en train de puiser dans toutes mes énergies. Je suis désolé, mais je n'ai plus de quoi t'aider à aller plus loin. Et c'est là que l'on en vient à tomber malade, tout simplement. Et c'est pour ça que cette notion, cette distinction qu'il faut absolument faire entre le stress aigu, qui est justement ces petits pics de stress qui nous font justement se dire, voilà, je vais courir ou je vais affronter, avec cette notion de stress chronique, où là, on se dit, là, le stress, il est tout le temps là. Il revient. Je pense que c'est fini. Eh bien, non. Même reprenons l'exemple encore du mammouth, là, avec l'exemple de la course. Vous êtes en train de courir. Et là, au moment où vous commencez à vous dire, ça va, le mammouth, il est plus là. Je suis tranquille. Eh bien, blanc, il réapparaît et il recommence à courir derrière vous. Eh bien, c'est reparti pour le stress. Le corps, il refait. Et c'est un cercle vicieux qui fait comme je le disais, qu'on peut tomber très malade au final. Donc, tu nous dis, en gros, le stress, ok, ça fait partie de nous en tant qu'être humain. En revanche, pas dans n'importe quelle proportion, parce qu'il y a un moment où ça devient pathologique. Donc, qu'il y ait des pics de stress, c'est normal et on n'y échappera pas. En revanche, quand on est rongé par le stress, que ça fait partie de notre quotidien et que, comme tu l'as vécu dans la conversation, ça va, ça va, mais je suis hyper stressée. Là, en fait, non, ça va pas. C'est exactement ça. Okay. Et à partir du moment où on ne se rend pas compte de ces signaux d'alerte, donc justement le fait que ça revient souvent, donc si tous ceux et celles, encore une fois, qui écoutent et qui se disent « Ah mais voilà, je vis du stress tout le temps, chaque fois que je vais au travail, je ressens qu'il y a du stress, et je me sens pas bien », il faut commencer à se poser des questions. Parce que justement, encore une fois, notre corps, il va toujours se rappeler de cela. On n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que tu t'es associé en fait pour proposer des accompagnements autour du stress. Tu t'es associé à Céline et tous les deux, vous nous parlez beaucoup de stress positif. Alors, est-ce que tu peux nous refaire un point en fait sur ce stress positif versus stress négatif ? En gros, ça revient à la notion que j'expliquais tout à l'heure, à savoir cette notion de stress aigu et stress chronique. Donc pour nous, le stress aigu, donc ces petits pics de stress qui arrivent de manière momentanée, c'est ça, la notion de stress positif. Oui. C'est ce moment où le stress, il emmène à être une source de dépassement et à pouvoir accomplir des choses super. À contrario, le stress négatif, c'est cette fameuse idée de stress chronique. Donc, quand on est stressé beaucoup trop longtemps, de manière beaucoup trop récurrente, et que justement ça perdure dans le temps, et que là, ça finit par avoir des effets sur notre santé et sur notre santé, sur notre corps. Et c'est là que l'on parle de stress négatif. Mais là où nous, on veut faire cette promotion, c'est parce que maintenant, la plupart des gens font cette association, encore une fois à cause du discours ambiant, à cette notion que le stress est forcément quelque chose qui est négatif. Et donc, dans les programmes que vous proposez, l'idée, c'est que vous ne remplaciez pas des thérapeutes, mais en revanche, vous allez piocher dans différentes thérapies, comme le EFT, comme la sophrologie. Vous allez piocher différents exercices pour les mettre au service de votre sujet de prédilection, qui est le stress. Exactement, parce qu'au final, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont amenés à vivre du stress au quotidien. Mais souvent, les gens, vu qu'on n'arrête pas de dire que c'est normal, c'est d'être stressé, donc les gens, ils l'intériorisent, ils vivent avec cela, et au final, ils se sentent mal, mais ils ne savent pas pourquoi ils se sentent mal. Parce que finalement, le stress, comme on le dit, voilà. Donc on dit, je suis stressé, et puis je vais juste attendre que ça passe. Qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir se soulager et le mieux faire passer la situation? Alors Céline et moi, nous nous sommes dit, on va donc amener ces outils aux gens et leur dire, écoute, si tu vis du stress, voici ce que tu peux amener à faire. Mais attention, dans notre approche, on dit beaucoup aux gens qu'il n'y a pas une solution miracle. C'est important de pouvoir dire, j'ai un outil qui me correspond, tout en considérant que peut-être qu'aujourd'hui, il me correspond et que dans 2 mois, ça ne fonctionnera plus. Et c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il connaître ces outils. C'est important d'apprendre à se connaître. C'est hyper intéressant parce que ce dont tu parles là, c'est qu'il y a aussi le stress que nous renvoie aujourd'hui, le stress qui est provoqué, généré par les réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça ajoute encore au stress et c'est pas du stress très positif celui-là. Non, parce que justement, et même il y a eu si je ne m'abuse, il y a eu des rapports sur Instagram notamment qui montraient comment est-ce que la plateforme était amenée à pouvoir
montrer justement, rendre les gens plus anxieux. Parce qu'au final, c'est de vivre dans un univers qui, au final, nous semble inaccessible. Ouais. Et là, je reprends encore une fois avec une dame, une entrepreneur qui était très, très, très stressée. Mais elle, c'est un stress qui était vraiment quotidien. Donc, vraiment dans son quotidien, qui nous mentionnait que elle, le fait d'aller sur Instagram et qu'elle voit les gens qui font du yoga sur de la plage, et que elle est située dans le nord de sa France où il fait froid et que c'est plus compliqué, elle dit ça me paraît impossible. En plus, j'arrive pas à faire les exercices, donc c'est encore plus de frustration. Et elle dit pourquoi est-ce que les gens ils ont l'air tellement heureux sur leur plage et que ça a tellement l'air facile pour eux et moi que j'y arrive pas. Ouais. Puis à partir de là, voilà, la petite voix, elle revient, elle nous parle dans notre tête, dans notre esprit. Donc oui, c'est vraiment tout ça qui nous a amené à nous dire, OK, maintenant, exposons les gens à différents outils sans leur dire que c'est la vérité. Ouais. En fait, vous, la manière dont vous abordez le stress et dont vous accompagnez, c'est que vous avez déjà toutes ces étapes-là, celles que tu évoquais tout à l'heure. D'abord, on se pose, on essaye de voir en conscience ce qu'est ce stress et comment au quotidien il agit dans votre vie, etc. Et puis après, on a une espèce de boîte à outils qui est mise à disposition. C'est ça. Vous essayez ce qui vous parle, vous creusez et vous allez aller là où ça vous parle le plus et là où ça vous soulage aussi le plus. Exactement. De temps en temps, on fait des approches plus spécifiques, comme par exemple, cette semaine aura lieu un atelier qui va porter sur spécifiquement le stress lié à la prise de parole en public, mais pour appuyer cela, on met de l'avant la programmation neurolinguistique, donc la PNL. Donc là, c'est de dire, écoute, jusqu'à maintenant, on t'a dit telle chose, eh bien, on te propose une autre approche. Pour une problématique, essaye la PNL. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Si oui, c'est super, on est content, c'est gagné. Et puis, si ça ne fonctionne pas pour toi, eh bien, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on trouvera un autre élément qui pourra t'aider. On dit aux gens qu'il faut que les gens soient bienveillants envers eux-mêmes, qu'ils acceptent de se donner du temps et qu'ils aient cette ouverture d'esprit pour pouvoir, au final, je le dis, le redis, mais trouver l'outil anti-stress négatif qui leur convient. C'est ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, mettre un peu de bienveillance dans sa relation à soi-même. Voilà. Ça veut dire que du coup, la manière dont vous fonctionnez avec Céline, c'est que vous avez créé un pool autour de vous de thérapeutes qui vont chacun venir avec leurs propres outils. Exactement. Notre travail, si je résume, ça va vraiment être d'aller chercher ces intervenants, ces spécialistes. Comment est-ce que leur approche peut spécifiquement s'accorder dans le cadre du stress? S'il n'y a aucun lien, aucun fait qui montre qu'il y a une relation entre la pratique et le stress, forcément, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc, c'est vraiment cette idée de permettre aux gens de pouvoir faire déjà de notre côté de faire cette sélection, parce qu'un autre élément qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de la construction de ce projet, c'est qu'il y avait beaucoup d'appréhension par rapport à toutes ces pratiques alternatives, si je puis dire. Ouais. Notamment déjà avec la pratique, parce que les gens ne connaissent pas. C'est encore ça, on le redit, de dire c'est quoi ça la PNL? Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, ça me paraît bizarre. Ah, c'est un truc de coach, il y a plein de coachs partout, j'ai pas besoin de connaître cela, etc., etc. Et là, mais se dire attends, patience. Moi, je t'explique déjà c'est quoi la PNL, et dans le cas des ateliers, tu l'expérimentes. Donc, tu as la possibilité de voir est-ce que ça fonctionne ou pas pour toi. Maintenant qu'on a parlé de stress positif et de ton parcours, je ne vais pas te laisser partir sans te poser quelques questions rituelles. Ma première question, j'aimerais savoir si tu écoutes souvent ta petite voix. J'ai envie de te dire que oui, j'écoute ma petite voix. Par contre, pas de manière systématique. Parce que justement, disons qu'il faut qu'elle soit insistante quand même. Je la laisse parler, je l'écoute, elle m'aiguille. Dis-moi sinon, Grégory, quel livre a particulièrement éclairé ton chemin de vie et ton évolution? Le livre que je vais te partager aujourd'hui, je l'ai lu il y a très longtemps, mais le message était suffisamment fort pour me marquer jusqu'à aujourd'hui. C'est La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Ça raconte l'histoire d'Adolf Hitler, et de manière très intéressante. Tout le livre est divisé en 2 portions, basées sur un point de dissension. Je m'explique. Le premier, c'est la phrase est la suivante, tu vas comprendre. C'est de dire Adolf Hitler accepté à l'école des beaux-arts, Adolf Hitler refusé à l'école des beaux-arts.
Et ce livre-là m'a marqué parce qu'il montre à quel point est-ce qu'une décision, justement, on en revient avec cette idée de petite voix, peut avoir une influence sur l'ensemble de notre vie et de ce que l'on va accomplir. Ouais. Dans ce cas-ci, justement, dans le livre, il devient un grand artiste. Et dans le second cas, il devient le personnage que l'on connaît aujourd'hui. C'est pour ça que ce livre-là m'a beaucoup marqué. Je le recommande. On a parlé de la boîte à outils que vous mettiez au service des personnes qui luttent contre leur stress. Est-ce que toi, dans toute cette boîte à outils, il y en a un que tu utilises particulièrement, qui serait un peu ton rituel bien-être quotidien? L'élément, je dirais, qui me fait du bien, c'est ne serait-ce que la méditation, déjà. Ouais. Déjà, la méditation, et je m'explique parce que j'avais plusieurs éléments en tête, mais dans le cas de la méditation, je pense que c'est l'outil le plus complet parce que, mine de rien, c'est le moment que je m'accorde pour me dire que je me fais du bien, que je prends 100% du temps pour moi. Quand j'écoute, on va dire, des podcasts, mon esprit, il est en travail. Je suis en train d'apprendre. Ouais. Tandis que quand je fais ma méditation, je me dis vraiment, là, tu coupes tout. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone. Généralement, je fais ça très tôt, dès que je me réveille le matin. Et je me dis, je me prends ce petit moment juste pour moi. Ça me fait beaucoup de bien. Ok, super. Et ma dernière question, Grégory, est-ce que tu es heureux? Ah oui, ça c'est clair. Mais je t'avoue que pour cela, c'est également quant au fait que, de mon côté, je me suis fait la promesse depuis tout petit, que j'allais vivre ma vie comme si c'était le dernier. En ce sens que, et là je touche du bois, il m'arriverait quelque chose demain matin, je me dirais quand même, je suis très, très, très fier quand même de ce que j'ai pu réaliser, de ce que j'ai pu accomplir, de ce que j'ai pu mettre. Ce qui fait que je ne suis pas en mode de me dire que comme on dit, on fait un regret. Donc oui, je suis heureux. Et j'espère que ça restera comme ça. Ah, génial. Écoute, Grégory, merci pour cet échange à la fois très dynamisant, rafraîchissant et je trouve aussi dans lequel il y a pas mal de profondeur et voilà, ton parcours, cette histoire familiale donne un éclairage très intéressant à la suite de ton histoire. Donc, merci beaucoup, Grégory, d'être venu dans La Petite Voix. C'est moi qui te remercie. C'était une très belle expérience. Merci beaucoup. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.